Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue pour cette fin de semaine. C'est vendredi, on est ravis de vous découvrir et pour ceux qui viennent d'arriver. Et on vous souhaite la bienvenue en tout cas sur Sud Radio puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Et c'est beaucoup grâce à vous. Oh, et à vous aussi, et puis à toutes nos vraies voix d'ailleurs. Non, mais surtout à vous. Surtout Non, que nenni. Non, c'est une équipe, vous savez. Moi, on me dit les gentils en vrai, Philippe David. Ça, il y a des gens qui disent des bêtises. Hein. Oui. Ah, vous en dites des bêtises. Nous aussi, on en dit des bêtises, ça tombe bien. En tout cas, aujourd'hui, ce numéro de téléphone, toujours avec Zach, qui est avec nous. 0826 300 300. Et puis le sommaire de cette émission, on va revenir sur l'échec de la niche parlementaire de l'UDR hier. Le groupe d'Éric Ciotti proposait l'interdiction des mariages pour les personnes sous OQTF. L'obstruction parlementaire a empêché une mise au vote. Le groupe LR de Laurent Wauquiez avait même déserté l'hémicycle. Alors parlons vrai, est-ce que le parti de Laurent Wauquiez, qui voulait envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, s'est ridiculisé avec cette absence? Et à la question, comprenez-vous l'absence des députés LR au vote sur la proposition de loi contre le mariage des OQTF? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité sera Mathieu Bloch, député UDR du Doubs. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Du beau monde, mais aussi des manifestants à Venise pour le mariage du milliardaire Jeff Bezos. Si vous pouvez louer Venise pour votre mariage, vous pouvez payer plus d'impôts, ont écrit les militants écologistes sur une immense banderole qui ne lui souhaite pas la bienvenue. Alors parlons vrai, est-ce que la chasse aux riches, typiquement française, a traverser les frontières? Et à la question, le mariage de Jeff Bezos est-il devenu un sujet politique? Vous dites non à 65%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour cette dernière semaine, comme d'habitude, on sera là jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir mon cher Philippe. Merci, bonsoir. Bonsoir. Vendredi, c'est fou. Ça fait une semaine. Et lundi aussi, le mardi ça va, le mercredi. Oui. Le jeudi, ça commence à aller. Ça aurait fait un bon fonctionnaire. J'ai l'impression que Philippe Bilger, il décrit un col pyrénéen. Ça va, puis après ça grimpe, c'est très dur, et après on redescend. On col des Alpes. J'adore. Le duo en face, c'est redoutable. L'équilibre et le laxisme. Choisissez votre camp, messieurs. Voilà, c'est ça. Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Ça va. Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou. Je suis désespéré. Qu'est-ce qu'il y a? La meilleure défense, c'est l'attaque, on dit souvent, et je vois que Philippe Bilger, dès qu'il peut, il rentre tout de suite dans la bataille. Mais il met un caramel, comme on dit au rugby d'entrée. Avec Mickaël, on va. Je vais vous dire du bien de vous tout à l'heure. Aujourd'hui. Quand l'émission sera finie. Pardon, Cécile, et l'augmentation de l'audimat, est-ce que ça vient de moi ou l'ensemble des... Quand vous parlez, ça chute. On nous dit que ça chute. Je crois que ça a repris depuis que j'ai remis des vestes et que j'ai sorti ma belle chemise. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui ma chemise de chinois, comme on dit. Mickaël, est-ce que vous faites comme certains garçons, et ça me fait beaucoup rire, qui ne repassent que ce qui se voit? Oui, tout à fait. Vous pouvez retirer votre veste, s'il vous plaît. Excellent. Ça me fait tellement rire. J'avais un collègue, il avait tellement chaud, il a enlevé sa veste. En fait, avec les poignets et le col qui était repassé. Et d'ailleurs, je suis en caleçon en dessous, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Oui, je constate que oui. Écoutez, moi qui suis nu sous mes vêtements. On s'est tous mis à l'aise avec non, c'est pas un mensonge. Ça dérape complètement. Et après, on me reproche d'avoir l'esprit chaud. Et vous aussi, vous êtes nu sous vos vêtements. Oui, mais moi, je ne le dis pas. Il va y avoir un je ne crée aucune attraction. Vous connaissez très mal, Philippe. Voilà, tandis que, les dépoitraillés comme hier, Philippe. Mais je vous en prie. Allez, on va y aller parce que je pense que ça va partir en cacahuète. Allez, 0826 300 300, c'est Hakim qui est avec nous. Bonsoir, Hakim. Bonsoir, Hakim. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à Philippe, et puis à Mickaël aussi. Merci. Et Bruno, non. Il n'aime pas les flics, il n'aime pas la police. Excusez-moi, je l'ai oublié, pardon. Non. C'est pas grave, j'ai votre adresse. Vous avez un coup de cœur, mon cher Hakim, pour Donald Trump, qui, selon vous, aurait arrêté la guerre Israël-Iran. Et oui, c'est bien ce qu'il a fait. J'ai bien aimé son cessez-le-feu. J'ai même vu qu'ils étaient repartis, que les deux pays étaient repartis pour se taper dessus.
Il a dit, je crois en anglais, quelque chose comme What the fuck are they doing? Ils ne savent pas ce qu'ils font, ça suffit comme ça. Et je trouve que c'est très très bien. Enfin, il a enfin tapé du poing sur la table. C'est ce qu'il faut faire. C'est un encouragement. Moi, j'aimerais bien qu'il arrête la guerre à Gaza et en Ukraine. En Ukraine et en Russie, il a dit qu'il le fera en 24 heures. Bon, ça fait 6 mois qu'il est là. Je ne sais pas ce qu'il attend et je pense qu'il est le seul à pouvoir faire ça. Arrêter toutes ces guerres. Je crois que le bain de sang a assez duré maintenant. Et malheureusement, nous, l'Europe, on ne peut rien faire. Apparemment, je sais que le président de la République va lancer une initiative pour Gaza. Et voilà, on est à la traîne, mais en attendant, il n'y a que lui, manifestement, qui a le pouvoir de le faire. Mais c'est déjà un premier pas positif. Voilà. Philippe Bilger. Hakim a un petit défaut, il prononce moins bien l'anglais que moi. Ça, d'accord. Mais Hakim est prof d'anglais en plus. Mais plus sérieusement, j'adore son point de vue. Pour une fois qu'on a quelqu'un d'intelligent qui explique pourquoi il ne faut pas cracher systématiquement sur Donald Trump. J'ai beaucoup aimé son point de vue. Mickaël Sadoun et Bruno Pomar. Alors, moi, je suis d'accord plutôt avec Hakim jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que je pense que Donald Trump a eu raison de dire à Israël, maintenant il faut s'arrêter parce que sinon Israël allait peut-être commencer à s'enliser dans une guerre dont on n'aurait pas vu la fin parce qu'on serait parti sur une guerre de 20 ou 30 ans, jusqu'à quel objectif? Renverser le régime, le remplacer par un autre, et quel régime? Enfin bref, toutes ces questions qui se posent. Ceci dit, la question de la sécurité d'Israël reste entière. Le régime iranien constitue toujours une menace pour Israël, non pas en vertu du nucléaire, mais en vertu de tous les proxys, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, etc. Donc la question reste entière et je considère qu'Israël a toujours, je dirais, une légitimité à vouloir taper sur son voisin. Voilà. Ben, moi je trouve que Donald Trump est moins bourrin qu'on l'imagine. Certains le prennent pour un va-t-en-guerre, là. C'est lui qui est le maître du monde, c'est vrai, c'est le maître du monde quelque part. Et en même temps, il a cette retenue, on le voit là, ce qui se passe actuellement, parce qu'il a le souvenir quand même de l'Irak. On a juste laissé 4000 GI. Il était contre la guerre en Irak, Trump, de mémoire. 4000 GI, on avait plus, évidemment, les civils. Donc voilà, c'est lui le stratège en fait, c'est lui qui tient tout. Hein. Et l'Europe, malheureusement, est à la traîne. Et la bonne nouvelle, c'est que Hakim est notre vraie voix du jour, donc on est ravis de vous accueillir. Et Hakim est prof d'anglais. Vous avez dit qu'il parlait. Tiens, on va vous faire écouter un élève en anglais. Combien vous mettriez au bac? Tiens, comme ça, allez-y. Great, best, worst. Tremendous. Combien ça vaut au bac, ça, Hakim, comme c'est la période? Alors, il paraît que le niveau a baissé, donc je vais lui mettre 10 sur 20. Vous êtes sympa. Vous êtes généreux, Hakim. Non, mais, en tout cas, Hakim, on vous remercie parce que nous, on n'avait même pas imaginé que ça puisse être de l'anglais. Donc, pour mon vocabulaire, je mérite 20, prononciation 0. C'est étonnant, vous, Philippe, qui êtes un homme de lettres. Je suis très anglophone, pourtant. Ah bon? Donc ça ne s'est pas entendu, mais il y a 50 ans, je parlais un anglais parfait. Il y a 50 ans, tu parlais. Et en italien aussi, je mettais des i, des o partout. J'étais nul, moi. Alors, en italien, ils disaient donc good morning go, et les Italiens devraient drôlement comprendre. Non, mais ça, c'est les Français. Quand ils vont en Italie, c'est pour El Tableau. El Tableau. Vous avez un verrou avec. J'ai moins le don des langues que Nelson Montfort, même qui traduisait même le français en français. Oh yes, Lord Manodou, the great swimming pool. Hakim, en tout cas, merci. Thanks for all, j'ai envie de dire. Dans un instant, le réquisitoire. Excusez-moi, on a une conversation avec Hakim. Si vous pouviez arrêter de rire bêtement, ça m'arrangerait. On est en pleine. Oui, mais l'émission se termine. Hakim, restez avec nous. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Un député écologiste qui est tombé franchement dans l'abjection. On en parle dans un instant. On vous écoutera le son, bien entendu. 0826 300 306 comme Hakim. Vous voulez participer à cette émission, vous êtes les bienvenus et on serait ravis de vous entendre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez certainement, chers amis, entendu la météo. Attention à cette canicule. Hydratez-vous. On n'arrête pas de vous le dire et faites très attention parce qu'un coup de le soleil, c'est quand même, ça peut être très très grave. Et prenez soin de vos proches, bien entendu. Dans un instant, Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Du râteau de la CFDT à François Bayrou. Il voulait encore négocier sur les retraites. On va parler de la carte aussi des déserts médicaux les plus sévèrement touchés qui vont avoir du
du renfort dès septembre. 151 intercommunalités identifiées dans l'Hexagone. Et puis de ces agents immobiliers licenciés par Orpi à Paris après avoir pris à partie Rima Hassan dans la rue devant une agence. En 3 mots, retraite, désert et agence. On dira aussi un mot justement sur cette canicule, cette alerte dans le sud-est. Et tout de suite autour de cette table, Michael Sadoun, Bruno Pomar et Philippe Bilger, dont c'est le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous allez requérir contre un député écologiste, monsieur le procureur. Vous vous permettez de faire hospitaliser votre mère pendant 18 ans dans un service de soins réservé à des séjours de courte durée. Coût estimé pour la sécurité sociale, 500 000 €. Ma mère est tétraplégique. Elle a fait un AVC il y a aujourd'hui 24 ans. Elle est nourrie artificiellement. Elle est sous un respirateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'éliminer? C'est ce que vous demandez? Merci. C'est honteux! Alors, on est habitués les uns et les autres sur X à être traités de manière, je passe les insultes qui me sont adressées, mais c'est dérisoire par rapport à cette ignominie de ce député écologiste qui, sans cela, n'aurait été connu par personne, qui traite avec ironie la situation de la mère tétraplégique d'Éric Ciotti à la suite de Mediapart qui à une certaine époque avait également totalement manqué d'élégance. Tout de même faire un reproche à Ciotti sur quelque chose dont on peut estimer qu'au moins dans ce monde frelaté on n'y touche pas. C'est une abjection, pardon ma chère Cécile, là je suis réellement indigné, presque plus que Philippe en général. Et surtout qu'il a dit, vous m'obligez à raconter ma vie privée devant tout le monde. Absolument. C'est une honte, quoi. Michael Sadoun. C'est une honte, franchement. Excusez-moi, comme vous, je dirais c'est une saloperie. Ah ouais, non mais franchement, mais sérieusement, j'ai besoin d'écrire un petit peu parce que franchement, si vous me lâchiez en roue libre sur ça, j'aurais dit une insulte et j'ai pas envie de vous mettre à mal. Mais c'est une intervention politique parfaitement indigne. Au contraire, je trouve qu'Éric Ciotti a été d'une grande force et d'un grand courage de parler de ça devant une assemblée entière, sans sourciller et en ayant quand même quelques petits trémolos dans la voix, on l'a senti. C'est pour moi une preuve supplémentaire qu'au nom de ces objectifs politiques, une partie de la gauche est prête à toutes les objections morales. Et il n'y a pas que les filles. Donc, il y a pas les écolos. Oui, c'est tout simplement dégueulasse. C'est pas du niveau qu'on attend d'un député dans une assemblée comme l'Assemblée nationale. Effectivement, on est là pour débattre sur les sujets. Même ce sujet est sérieux, mais je veux dire, on dit pas des dégueulasseries de ce niveau-là. C'est scandaleux, mais il doit être content. Il a dû faire un peu de buzz, à mon avis, un buzz très négatif pour lui, mais voilà. Mais c'est un peu à l'image de cette extrême gauche, LFI et certaines écolos qui toute la journée passent leur temps à faire du buzz sur les réseaux sociaux, et puis là, même à l'Assemblée nationale, puisque tout est possible maintenant. Là, c'est plus qu'un buzz, c'est un dérapage quand même. Bien sûr, il faut vraiment. Non, mais en plus, il faut vraiment être bête et inhumain pour pas se dire que dans cette situation-là, n'importe qui aurait fait le maximum, quitte à déroger à certaines règles. Oui, pour un proche, pour sa mère, etc. Oui, il y a un certain qui déroge aux règles et qui essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Est-ce qu'on peut le reprocher devant une assemblée comme ça, en faisant un symbole politique? Je trouve ça juste dégueulasse. Voilà. Après, je sais pas, mais l'hôpital, ils n'ont pas été forcés non plus. Ils s'imaginent bien qu'on va pas la laisser. Enfin, je sais pas. Tétraplégique sous respirateur et qui est nourrie par une sonde, elle va pas rester chez elle. On n'a malheureusement pas le choix. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont retraite, désert et agence. La CFDT met un stop au gouvernement Bayrou qui espérait encore temporiser jusqu'à mi-juillet pour trouver un accord sur les retraites. Le Premier ministre se dit prêt à trancher faute de nouvelles négociations. Le gouvernement dévoile sa carte des déserts médicaux censés recevoir des renforts de généralistes jusqu'à 2 jours par mois dès septembre. 151 zones très critiques identifiées dans l'Hexagone. Et puis Rima Hassan prise à partie par 2 salariés d'une agence immobilière parisienne. On va te la brûler, ta Palestine, lance l'un d'eux. Orpi se désolidarise et annonce licencier les collaborateurs concernés. Les vraies voix Sud Radio. Mais avant tout ça, cette alerte canicule sur le sud de la France, des chaleurs étouffantes, un risque sévère d'incendie dans les prochains jours. 4 départements ont déjà basculé en vigilance orange cet après-midi. Les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Cette canicule devrait s'étendre au-delà de ces départements sur une bonne partie du Grand Sud-Est, voire au-delà dans les prochains jours. Météo France attend des températures jusqu'à 40 degrés.
Venons-en au premier mot, retraite. La CFDT dit stop à de nouvelles négociations. Oui, c'est l'Arlésienne du gouvernement Bayrou. Cet accord sur les retraites, un mois après la première date butoir, accord tant attendu lors des mois de conclave, tant espéré lors des prolongations de ce conclave, puis lors des entretiens à Matignon pour poursuivre les discussions. Le gouvernement Bayrou espérait se donner encore jusqu'à mi-juillet pour tenter toujours d'arracher un accord, sauf que ça risque d'être compromis. La CFDT décline aujourd'hui l'invitation à ces énièmes négociations. Les syndicats de salariés voulaient une prise en compte de la pénibilité par métier. Le patronat, lui, voulait plutôt du cas par cas individualisé. Ce matin, le président du groupe Modem de l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, voulait encore croire à la possibilité d'un accord. J'attends en effet du MEDEF qu'il y ait une part d'effort qui soit faite parce que je vois bien ce qu'ils ne veulent pas. Alors on a réintroduit les critères, sauf qu'il n'y a pas un accord global sur la façon de les réintroduire. Les uns disent c'est global, le MEDEF dit il faut qu'il y ait une visite médicale au fond. Je pense que chacun doit faire sa part parce qu'il me semble que la question sur ce sujet-là, c'est pas d'avoir un compromis pour un compromis, mais d'avoir un compromis politique et social. L'idée de se dire voilà ce sur quoi on peut faire un chemin les uns vers les autres, c'est un élément déterminant. On peut pas dire en plus à chaque fois on est prêt à discuter entre nous, mais si on n'est pas d'accord, c'est l'État qui fera. Parce qu'après, on vient se plaindre du fait qu'on ne respecte pas les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ils ont la clé. Et le MEDEF en particulier dans cette affaire. Marc Fesneau, président du groupe Modem, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. En tout cas, après le nom de la CFDT, François Bayrou promet de trancher s'il le faut, faute de nouvelles discussions. Deuxième mot désert, le gouvernement dévoile sa carte des zones qui vont recevoir des renforts médicaux. 151 intercommunalités qui vont bénéficier dès septembre du soutien de médecins généralistes jusqu'à 2 jours par mois. Cette carte concerne près de 2,5 millions d'habitants, estime le gouvernement. Elle a été réalisée avec les préfets, les agences régionales de santé, les élus locaux. Dispositif provisoire pour pallier l'urgence, a précisé chez nos confrères de BFM TV le ministre de la Santé, Yannick Neuder. On va inciter les médecins. Après, il faut roder aussi le système, trouver les lieux, ces maisons médicales, ces bureaux qui sont disponibles pour accueillir les patients. Et puis les autres mesures, puisqu'il y aura 3700 docteurs juniors, des médecins nouveaux, mais qui arriveront qu'en novembre 2026. Ces cartes permettent aussi de travailler les lieux où vont pouvoir s'installer ces 3700 docteurs. Et puis d'augmenter la formation initiale, puisque vous savez que j'ai supprimé le numérus, qui était un examen très restrictif pour l'entrée des études en médecine. Et puis de récupérer les étudiants français qui sont partis à l'étranger, en Roumanie, en Espagne. Donc c'est plus 20% de médecins d'ici 2027, soit près de 50 000 médecins. Yannick Neuder, le ministre de la Santé ce matin pour la présentation de cette carte des déserts médicaux. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que ce sera le tour de table du maire de Belleflou dans un peu plus d'une heure dans les vraies voix sur Sud Radio. J'ai nommé Bruno Pomar. Et ça va gueuler. Ouais. Allez, le troisième mot, agence. Le groupe Orpi annonce licencier 2 collaborateurs après une vidéo partagée par Rima Hassan. L'eurodéputé LFI franco-palestinienne a partagé la séquence sur les réseaux sociaux. Cette prise à partie par 2 salariés d'une agence immobilière Orpi devant laquelle elle passait dans le 10e arrondissement de la capitale. Vidéo qu'elle a accompagnée de cette légende, je cite: « Bonjour Orpi, pourriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'un de vos employés m'agresse de cette façon ?» On va te la brûler ta Palestine. Super. Mais vous n'êtes pas en Israël ici. 500 bateaux. Vous êtes pas en Israël. Députée européenne de quoi? T'as payé quoi toi? Le président du réseau Orpi n'a pas tardé à réagir dans un communiqué dénonçant les propos inacceptables, contraires, dit-il, aux valeurs d'Orpi, à ses standards professionnels, notamment cette phrase « On va te la brûler ta Palestine » au tout début. Les salariés concernés ont été licenciés par l'agence, précise même la direction, ce à quoi Rima Hassan a répondu, toujours sur les réseaux sociaux: « Merci, l'impunité, c'est terminé ». En bref, un couple star du cinéma français annonce sa séparation. Sortez les petits mouchoirs, puisqu'on parle de Marion Cotillard et de Guillaume Canet. Les 2 acteurs étaient ensemble depuis 18 ans tout de même, il précise à l'AFP, se séparer d'un commun accord et dans une bienveillance mutuelle. Et ben voilà, Guillaume Canet est libre. Il y avait du lot dans le gaz. Il y avait de l'eau dans le gaz déjà, non? Il y a eu, je crois qu'il y avait eu une séparation déjà. On en parlait à plusieurs reprises. Mais là, dans le Marion petit milieu Cotillard où est traîne Philippe Bilger, mais ça se sait depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous comme ça, savez même pas utiliser les petits Marion mouchoirs. Cotillard est célibataire. Mais qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez les magazines People, vous? Moi, je suis bien sûr. Il adore ça, il me le disait. Moi, j'adore Point de Vue, j'adore tout. Bien sûr. Je le cache derrière Le Monde ou Le Figaro. Je lis tout. Ma mère achète tous les vendredis Gala et Voici, et j'ai pris l'habitude de dire Gala et Voici. Oui, donc oui, je raconte-nous. Et ta mère est une personne remarquable, je peux en témoigner. Bien sûr, je te le fais pas dire. Eh bien, elle ne lit pas que ça. Non, pas du tout. Bon, heureusement, on a des sujets sérieux dans cette émission.
Allez, pas de vote sur l'interdiction du mariage pour les personnes sous OQTF, obstruction de la gauche et désertion des LR. Alors parlons vrai, est-ce que le parti de Laurent Wauquiez qui voulait envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon s'est ridiculisé avec cette absence? Et la question, comprenez-vous l'absence des députés LR au vote sur la proposition de loi contre le mariage des OQTF? Vous dites non à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et c'est Mathieu Bloch qui est avec nous, député UDR du Doubs. Monsieur le député, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que c'est un très mauvais signal pour les maires ? Bonsoir, merci à vous pour cette invitation. Oui, en effet, c'est un très mauvais signal pour les maires parce que ce texte était extrêmement attendu et je pense qu'il y a une très grande frustration qui nous a touchés hier dans cette niche parlementaire de l'UDR puisqu'on a fait face à une obstruction totale de la gauche, une complaisance de la Macronie et une absence totale des Républicains. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. On revient dans un instant. On fait une petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. L'humeur est à la grivoiserie hors antenne, j'ai envie de dire. Ouais, ça, bah oui, c'est jamais le cas sur ce plateau. J'ai envie de dire comme d'habitude. Vous avez un co-animateur tout de même, ma chère Cécile, que vous puissiez supporter ce libertinage constant. Ça me dépasse. Non, mais c'est pas de sa faute, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Et puis surtout, j'ai eu un court-circuit dans ma couveuse, je le confesse, ce qui n'a pas arrangé les choses. Voilà, vous avez déjà suffisamment parlé, Philippe David. Laissez-nous tranquilles entre adultes. Voilà. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Non, je crois que ça va pas être possible. Pas être possible. En fait, il voudrait se marier juste tout simplement pour les papiers. Alors là, vous dégagez pas la balle. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez. Échec de la niche parlementaire UDR. Hier, le groupe d'Éric Ciotti proposait l'interdiction des mariages pour les personnes sous OQTF. L'obstruction parlementaire a empêché une mise au vote. Le groupe LR de Laurent Wauquiez avait même déserté l'hémicycle. Alors parlons vrai. Est-ce que cette absence est une posture ou une absence de courage politique? Et à la question, comprenez-vous l'absence des députés LR au vote de la proposition de loi contre le mariage des OQTF? Vous dites non encore et toujours à 94% et ça vote beaucoup. Venez réagir. Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. C'est vrai qu'on aimerait bien vous entendre sur ce sujet. Mathieu Bloch est avec nous, député UDR du Doubs. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger. C'est un sujet sérieux. D'abord, évidemment, dans un monde idéal, les députés devraient être capables de dépasser leur clivage partisans et de voter sur le fond de projet dès lors qu'ils y adhèrent. Deuxième observation, ça n'est pas la première fois que je discute très modestement la stratégie parlementaire des Républicains dirigée par Laurent Wauquiez. Ils se sont abstenus récemment alors que l'augmentation de la facture d'électricité va résulter du vote. Ils s'abstiennent là, ils ne sont pas présents alors qu'il y a quelque chose de fondamental qui doit être voté et on commence à en avoir un petit peu assez, en tout cas tous ceux qui se situent dans le cadre d'une droite conservatrice et vigoureuse devant l'étrange tactique de Laurent Wauquiez. On vote pour les projets auxquels on croit et on ne se livre pas, même si l'Assemblée est riche en manœuvres de coulisses. Je crois tout de même que ça scandalise beaucoup de gens. Monsieur le maire. Ouais, moi je suis catastrophé encore une fois de voir ces batailles politiques qui reflètent pas un petit peu ce que le peuple attend, et particulièrement sous cette voie. Mais quand on voit le niveau politique, et là c'est un exemple même, Wauquiez que fait Wauquiez tout simplement? Il se venge de Retailleau, voire de Darmanin derrière, mais Retailleau parce qu'il a perdu la tête des LR de cette structure, et il règle ses comptes en interne au détriment de l'intérêt de la République, de la nation. Et ça c'est dramatique. Pour un garçon que je pensais réellement intelligent, visiblement, il n'a pas beaucoup de vision politique, il a pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage pour la démocratie parce que l'extrême gauche ou la gauche vote contre. Voilà, limite, c'est logique. C'est classique, mais là, c'est un scandale. Mickaël Sadoun. Bon, pour être tout à fait honnête et pour apporter des arguments aux Républicains, voilà, je vais essayer de nuancer.
même avec LR, la loi ne serait pas passée. Oui. C'est la première chose à dire. Le principe, Michael. Deuxième chose, c'est qu'il y avait une vraie question de constitutionnalité autour de ce texte, c'est-à-dire que dans le bloc de constitutionnalité, il y a la CEDH qui a un article 8 qui consacre le droit à une vie personnelle et familiale normale. Donc, elle se serait probablement heurtée à des limites juridiques, en fait. Mais au-delà de ça, juste pour faire un acte politique, évidemment, LR aurait dû être là. Je crois qu'en fait, ils n'ont pas compris le moment politique, LR. Ils n'ont pas compris qu'on avait des chiffres de l'immigration hier qui étaient tombés, qui étaient catastrophiques, j'en parlerai tout à l'heure. Ils n'ont pas compris que Robert Ménard était dans un procès politique qui est insupportable et qui scandalise évidemment une grande majorité de Français. Et la maire de Bourg-les-Valence, puisque SOS Racisme a porté plainte contre elle hier ou avant-hier. J'ai vu ça. Et ils n'ont pas compris surtout qu'ils n'étaient plus les rois à droite. Donc là, en fait, les électeurs de droite attendent du LR solide. Ils attendent pas de la Chiraki, une main qui tremble, de la mollesse, voilà, ou une droite molle comme ça qui sait pas trop. Donc je pense que là LR ils ont rien compris. Ouais. Mathieu Bloch, député UDR du Doubs, on le disait juste avant la pub, pour les maires, en tout cas, je pense effectivement aux deux maires qu'on a cités, c'est une catastrophe. Mais à l'avenir, qu'est-ce qu'elle va devenir cette proposition ? Écoutez, déjà, je voulais rebondir sur ce qui a été dit juste avant, quand vous dites que si LR avait été là, elle n'aurait pas été votée. Alors, il y a deux éléments qui ont empêché la loi d'être votée. C'est cet abattage d'amendements divers et variés déposés par la gauche, qui se sont acharnés à défendre des choses absolument lunaires tout au long de la journée. Cet abattage aurait pu être contrecarré si Monsieur Darmanin avait tenu sa promesse qu'il nous avait faite au milieu de la journée, c'est-à-dire de finir par utiliser l'article 44.2 de la Constitution, qui lui permettait de faire tomber tous les amendements qui n'avaient pas été étudiés en commission. Donc déjà, on aurait avancé largement et on aurait pu aller au bout du texte. Et vu le nombre qu'on était, nous, l'Alliance UDR-RN, si les LR avaient été au complet, ce qui n'arrive jamais, parce que malheureusement, depuis le début de la mandature, ils ne sont jamais là et on souffre d'une hypocrisie totale de leur côté sur les textes. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut effectivement savoir mettre nos intérêts partisans de côté. Je vous ferai remarquer que, par exemple, Laurent Wauquiez a été interrogé hier chez Pascal Praud sur CNews pourquoi ils n'étaient pas là. Il a répondu qu'ils étaient là sur les textes importants, à croire que ce texte-là était pas important. Et surtout, il est allé dire un odieux mensonge sur les votes, sur la niche des LR de Mayotte, en disant sur le droit du sol de Mayotte, quand ils l'ont durci, l'amendement est passé grâce à nous, puisqu'on était 94 députés à voter cet amendement, il n'était que 28 LR. En plus, on avait déposé un amendement pour durcir davantage le droit du sol sur Mayotte. Ils n'ont pas voté cet amendement. Et je vous ferai remarquer que cette loi de durcissement du droit du sol sur Mayotte était aussi présente dans la niche parlementaire du groupe Rassemblement National et que LR avait voté contre. Incroyable. Vous savez, moi je suis l'ancien référent départemental des LR du Doubs. Donc c'est une boutique que je connais bien. Je l'ai fréquentée pendant 15 ans avant de partir avec Éric Ciotti. On est parti parce qu'on trouvait que ce cordon sanitaire méditerranéen n'avait plus lieu d'être, qu'on avait compris le rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus faire sans le Rassemblement National. Et plutôt que de jouer le coup d'après au détriment de la France comme le fait Monsieur Wauquiez, parce que c'est exactement ce qu'il fait, en se disant peut-être qu'ils vont se casser la figure et moi je jouerai le coup d'après. Nous on dit la France elle ne peut plus attendre parce qu'il y a une dernière cartouche à tirer, c'est 2027 pour le redressement national, sinon après j'ai peur qu'il soit trop tard. Mais il y a quand même des règlements de compte entre Retailleau et lui, vous l'avouez. Monsieur je ne sais pas si c'est entre Retailleau et lui ou c'est plus Éric Ciotti qui était visé hier pour la niche UDR. Moi, je pense que c'est plutôt Éric Ciotti qui visait. Parce que, bon, vous savez, il y a 47 députés. Certes, Laurent Wauquiez est président de groupe, mais vous savez comment ça se passe. Il y a un président de parti aux Républicains aujourd'hui. Rien ne se fait sans Bruno Retailleau, soyons honnêtes. Jamais Laurent Wauquiez aurait pu tout seul prendre la décision d'organiser un boycott de la totalité de ses députés sans l'accord de Bruno Retailleau. Ça semble impensable. Déjà parce que dans les députés qui siègent à l'Assemblée nationale grand groupe LR, certains ont soutenu Bruno Retailleau et auraient dû être là. Je vous rappelle quand même une phrase du président du Sénat hier matin. Demander à un maire qui voit devant lui quelqu'un qui est sous OQTF et à qui on demande de célébrer un mariage au nom de la loi de la République, il y a un côté quasi schizophrénique. Ça, c'est la parole de Gérard Larcher hier matin. Quand vous voyez que les LR ne viennent pas siéger, c'est juste une honte. C'est juste une honte en fait. Vous êtes militant LR, vous êtes ou vous avez été militant LR, venez témoigner. Qu'est-ce que vous pensez de leur attitude hier à l'Assemblée nationale? On attend vos appels au 0826 300 300. Allez, 0826 300 300. Hakim est avec nous. Les amis. Oui.
Oui, sur la proposition de loi. Bon, moi, à titre personnel, je ne suis pas défavorable à ce qu'un homme qui n'a pas de papier en France et qui est tombé amoureux d'une femme se marie. Après, je peux comprendre toutes les réticences. Alors, je vous arrête. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de papier. Quelqu'un qui a une OQTF, c'est quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas la même chose qu'une personne qui n'a pas de papier. Et inculpé pour violence. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et que s'il était régularisé, il serait peut-être en prison, ce genre de choses. Mais après, moi, j'ai toujours du mal si vous voulez, à regarder dans le trou de la serrure. Mais je comprends tout à fait les débats et les réticences. J'ai aucun problème, surtout que moi, je peux vous dire, j'ai toujours vu ce genre de mariage. Et parfois, je vois la femme se faire rouler dans la farine par un homme qui était malhonnête, qui voulait juste ses papiers. Malheureusement, cette situation-là, elle existe aussi. Mais il y a eu aussi de très belles histoires d'amour. Mais je voulais dire, par rapport à ce que vient de faire Laurent Wauquiez, qui décidément a l'air bien amer. En fait, tout simplement, je pense qu'il veut pas donner des points et il veut pas donner des bonnes cartes aux partis opposés. Et ce qui montre bien une chose, c'est qu'ils ont tous la tête à 2027 au présidentiel. Enfin, je dis 2027. Moi, je pense que dans leur tête, ils se préparent pour une élection présidentielle dans les semaines, voire les mois qui arrivent. Anticipé. Voilà. Et ils veulent pas tout simplement que le parti rival, le Rassemblement national, arrive avec un flingue et plein de cartouches dedans. Donc ils veulent une loi comme celle-là, qui est une loi quand même pas mal pour les gens qui votent pour son parti politique. Et si c'est le Rassemblement national qui rafle la mise, c'est embêtant pour lui. Donc il a fait ce calcul-là. Mais ça montre surtout qu'il a déjà la tête à la présidentielle, et en ça, je trouve que c'est une insulte aux Français. Alors, et il se fout en même temps des électeurs, parce que les députés, il faut rappeler qu'ils sont élus grâce à des électeurs. Et quand on voit le sondage, on se dit que les députés, ils ne répondent pas du tout à ce que souhaitent ceux qui les font élire comme députés. Et c'est là où il y a un double scandale. Monsieur, je voudrais poser une question à monsieur le député. Pour dépasser un petit peu le problème qui est évoqué, c'est-à-dire l'attitude aberrante de Laurent Wauquiez comme responsable du groupe, est-ce que vous trouvez que la représentation nationale, globalement, donne une belle image d'elle-même? Et je ne parle pas que de LFI. Vous ne trouvez pas que cette Assemblée nationale conduit inéluctablement encore davantage à une dépolitisation? Écoutez, moi je vous rejoins complètement. J'étais maire avant, j'étais un élu local. Donc moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'étais subjugué par le niveau, par l'ambiance, par la hauteur de débat qui n'est souvent pas à la hauteur du lieu et de ce qu'on fait. Maintenant, j'en fais une analyse un petit peu avec du recul. Finalement, cette Assemblée nationale, elle est quand même la représentation aujourd'hui de la société française, quelque part, qu'on le veuille ou non, et de ses clivages. Vous voyez, il y a trois blocs un petit peu. C'est les blocs qu'on retrouve dans la société. Moi, c'est les blocs que je retrouve dans la société française, dans ma circonscription, où j'ai des zones rurales, avec une ruralité qui est aujourd'hui un petit peu la France des oubliés, qui perd des services publics, qui se sont en insécurité de plus en plus, insécurité chez eux, aussi en insécurité culturelle quand ils vont faire leurs courses en ville. On a aussi une France qui souffre aussi dans les milieux urbains, un petit peu, ou une France un petit peu aussi bobo qui est la Macronie. Et puis cette France de gauche dure aujourd'hui, un petit peu communautarisée. Vous voyez, toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui avec une société qui est clivée, avec le problème, l'importation du conflit israélo-palestinien sur nos terres qui clive énormément. Donc finalement, cette Assemblée nationale, je trouve qu'on le veuille ou non, parce qu'effectivement, moi, je dénonce toutes les magouilles qu'il y a eu au deuxième tour, entre les deux tours des législatives, les retraits, etc. Mais finalement, c'est quand même les Français qui ont choisi au bout. Et finalement, cette Assemblée, elle semble assez représentative quand même de la société française et de ses clivages. Et finalement, on retrouve cette ambiance dans l'hémicycle très chaude, parce que vous avez des Français qui ne se comprennent plus. Cette France rurale qui est plutôt représentée par le bloc RN-UDR, cette France très à gauche wokiste représentée par LFI et leurs alliés, et puis ce bloc central qui voudrait être un peu entre les deux, qui navigue un peu à droite à gauche et qui sait plus trop où il va.
Vous voulez réagir, Michael Sadoun, je voyais. Oui, moi je trouve ça très intéressant ce qui est dit et je suis tout à fait d'accord. La composition actuelle de l'Assemblée nationale est beaucoup plus représentative des Français que ce que c'était il y a 2 ans. On dit même qu'on est une assemblée proportionnelle avec le scrutin majoritaire. Oui, exactement. C'est-à-dire que l'intelligence des Français a fait qu'on a réussi à aboutir à une représentativité à peu près égale. Mais il me semblait important de rappeler autre chose, parce que désolé de vous dire qu'on est un peu tapé sur les LR, mais il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron avait promis à Robert Ménard dans son débat le 14 mai à la télé qu'il allait faire voter une loi qui interdirait les mariages des OQTF et qu'aucun macroniste n'a voté pour cette loi. Je trouve ça scandaleux. Idem pour Gérald Darmanin, qui se fait passer pour un gros dur sur les sujets d'immigration, mais qui, dès qu'il a l'occasion de le faire, se cache. Idem pour la négociation des accords avec l'Algérie. Vous avez tout à fait raison. Mathieu Bloch. Vous avez tout à fait raison, et Gérald Darmanin a une grande responsabilité aussi dans ce qui s'est passé hier, parce qu'il avait l'occasion de faire sauter tous ces amendements, il ne l'a pas fait. Il a attendu 11h30 pour nous expliquer que finalement il n'y avait plus le temps, parce que la gauche allait encore faire des blocages, alors qu'il avait toute la journée pour le faire. Il ne l'a pas fait, il a pris la parole, il s'est attaqué assez violemment au président Ciotti en disant qu'en gros notre groupe s'était mal organisé, nous reprochant même, carrément comble du comble, d'avoir retiré la résolution sur les accords d'Évian, les accords de 68, qu'on a retiré pour des raisons, c'est-à-dire que la famille de Boilem-Sansal nous a contactés compte tenu de l'avancée diplomatique du dossier en responsabilité. On n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu, ce qui était plutôt responsable à la demande de la famille, mais derrière on le sait, à la demande du ministre des Affaires étrangères. Donc je ne sais pas comment il communique en Macronie, mais il y a eu quelque part un bug, ou alors c'est de la mauvaise foi et c'est encore pire. En tout cas, Gérald Darmanin hier n'a pas été du tout à la hauteur des choses, mais que ça soit lui, que ça soit Bruno Retailleau, il parle beaucoup, mais dans les faits, dans l'hémicycle, Bruno Retailleau encore une fois est le président des Républicains aujourd'hui. On vise Laurent Wauquiez. Vous avez raison de viser Laurent Wauquiez. Mais il n'est pas seul. Bruno Retailleau est le président des Républicains. Il a une lourde responsabilité aussi sur le fait qu'il y ait toujours des petites bisbouilles politiques pour nuire, pour ne pas montrer une union des droits de fait finalement. Et c'est ce qui s'est passé, vous en aviez parlé tout à l'heure, du texte sur l'énergie. Rendez-vous compte, ils ont déposé eux-mêmes un amendement pour demander un moratoire sur l'énergie. Il est passé grâce à nous parce qu'on l'a voté. Et finalement, ils en sont venus à ne pas voter leur propre texte. Voilà. Donc c'est complètement dingue sur ce à quoi on assiste. Les LR ne savent plus où ils habitent. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, les intérêts partisans sont une chose, mais c'est l'intérêt des Français qui compte. Là, ce matin, moi, j'étais très en colère en me levant parce que c'est les Français qu'on a pris en otage encore une fois. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a dit comme Gérald Darmanin, il a fait un procès en incompétence à Éric Ciotti, ce que j'ai trouvé pas très clean. Mais allez, merci beaucoup Mathieu Bloch, député UDR du Doubs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On garde Hakim et dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Il y a encore de belles perles. Parce que là, on était dans le doux, on va dans le dur. Ouais. Oh. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on en vient à ce moment, j'allais dire cathodique, mais non, nous sommes à la radio, donc quoi qu'on nous voit, on nous voit. Quand on voit certains tricheurs. Ouais, je vois qu'il me regarde en disant ça, Philippe, c'est un peu... Non, normalement, c'est celui qui dit qu'il est, enfin, normalement, mais bon. Regardez l'arbitre. Si vous me regardiez, c'est que vous avez un strabisme, c'est pas possible autrement. Et alors, j'en suis fier, Jean-Paul Sartre en avait un. C'est pas la meilleure référence à mon avis, mais bon... Vous savez, il nous dépassait intellectuellement. Ah bah ça, j'en suis pas convaincu. Soit dit, une fois ces amitiés partagées des uns et des autres. Philippe Bilger autour de cette table. Michael Sadoun, Bruno Pomar qui va se taire pendant que je parle, sinon je vais lui mettre un taquet. Au coin. Ça devient violent. Ouais, j'adore. Vous aimez ça, vous aimez ça. Et Hakim qui est avec nous. Hakim, vous le savez, vous pouvez le dire en français ou en anglais comme vous voulez. Il faut ouvrir ce jeu mythique, le qui c'est qui l'a dit. Oui, très bien. Bah, vous savez que cette semaine, il y a eu le phénomène des piqûres qui font du mal dans les fêtes populaires. Et ben, nous, on va se faire du bien avec des piqûres de rappel dans le qui c'est qui l'a dit. Sud Radio,
C'est recherché, hein, c'est recherché. J'aurais pas été capable de dire un truc comme ça. Il n'y a pas grand-chose dont vous êtes capable, c'est ça notre problème. Excusez-moi, vous avez été policier, il faut pas être trop présomptueux non plus. Déjà, essayez de comprendre le principe du jeu, ça serait bien. Et puis vous nous l'annoncez comme si on ne savait pas. Ouais, je vous l'amène sur le plateau. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Allez, qui c'est qui l'a dit? Je ne comprends plus rien aux lignes rouges du Rassemblement national. Ligne rouge du Front National, ça doit être... Monsieur Ménard, Robert Ménard. Ça pourrait être Zemmour. Bonne réponse de Philippe Bilger. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Ah ouais. Qui c'est qui l'a dit, Hakim? Les Français de souche, ça n'existe pas. Ça doit être Jean-Luc Mélenchon. Non. Sandrine Rousseau. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Sandrine Rousseau, députée écologiste. Qui c'est qui l'a dit? On veut que nos idées arrivent au pouvoir, mais ils ne sont pas interchangeables. Marine Le Pen et Jordan Bardella. Hakim. Je pense que c'est Marine Le Pen. Non. Chenu. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Sébastien Chenu, député RN. Il avance doucement, lui. Ouais. C'est limite. Qui c'est qui l'a dit sur les retraites? Il n'y a pas d'accord immédiat, mais des progrès considérables. J'ai trouvé ça très drôle. Marc Fesneau. Non, c'est une ministre. Une ministre. Donc c'est votre... Prima. Non. Elisabeth Borne, non. Non. Elle a un nom double. Oui, un nom Panosyan. composé. Bonne réponse de Bruno Pomar. Et oui, monsieur Bilger. Mais le deuxième... Il faut dire le nom de qui a gagné. Astrid Padossian-Bouvet, Voilà. absolument. Mais il n'avait pas dit Bouvet. Non, arrêtez, il a dit Philippe Bilger. Ministre, ministre du Travail et de l'Emploi. Oui, Panosyan, c'est son premier nom. absolument. Et le deuxième Bouvet. Mais vous savez que ça ne va aucun intérêt. C'est à vous, Qui Cécile. c'est qui l'a dit? Je ne vois pas où est l'électorat de Dominique de Villepin. N'est pas de Gaulle qui veut. Hakim. Non, je vois pas. C'est parti. Ciotti. Non. Non, c'était ce matin sur Sud Radio. Marc Fesneau, alors. Bonne réponse d'Hakim. Marc Fesneau, On voit que président ça du vous groupe Normalement, il Modem, n'aurait pas dû répondre. qui sont les auteurs de ces... Mais personne ne peut entendre. Bravo. Ah bon? Qui c'est qui Laissez-nous l'a parler. dit? Hakim. La diplomatie française est incohérente. C'est un peu irresponsable depuis notre salon parisien de dire on appelle au cessez-le-feu. Alors ça, c'est quelqu'un qui a critiqué Emmanuel Macron, je dirais... C'est une femme. Non, je vois pas. C'est Non. pas Marine. Marine, Non, ouais. qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Sarah Knafo. Bonne réponse de Mickaël Mais Sadoun. non, mais... Oh, il est énervant, lui. Sarah Knafo, eurodéputé Reconquête. C'est à vous, Cécile. Qui c'est qui l'a dit sur les retraites? Même s'il n'y a pas d'accord, nous avançons. François Bayrou. Non, c'est une femme. Votre... Non. Sophie Binet. C'est la syndicaliste CFDT. Non, c'est c'est une femme ministre. C'est aussi Prima aussi. Voilà. Ah, bah voilà. Sophie Prima, porte-parole du Mais gouvernement. Cécile n'avait pas dit comment. Je suis en train Non. de faire. Oui, c'est ça. Oh, Moi il aussi, est j'attends. énervant, hein. Qui c'est Je suis en train de qui faire l'a Brazil. dit sur le sommet de l'OTAN? Ce sommet est une humiliation pour tout ce que les dirigeants européens font depuis des décennies. Alors c'est quelqu'un qui a été député, qui a travaillé à l'Élysée, chroniqueur média, etc. Et même à Sud Radio. Et même à Sud Radio. Ça y est, je crois que je l'ai. Non, je vois pas. C'est Excusez-moi, pas je vois Guénaud. pas. Bonne réponse de Philippe Bilger. Pas Guénaud, hein, c'est Guénaud. C'est fini. Eh bien écoutez, Mickaël Sadoun, 12 points. Une razzia. Philippe Bilger, 6 points. À contester. Hakim, 3 poins. Et Bruno Pomar, 3 points. C'est tellement incontesté que Philippe Bilger Oui, ne de contester conteste un petit pas. peu quand même. C'est pas normal que Michael fasse. Hakim, 3 points. Pareil, c'est pas 3 normal. points, ça Je va. suis très content. Bah oui. Je suis très content. Je suis très content. Ouais. J'ai pas révisé mes devoirs, mais c'est pas grave. C'est la fin de l'année. Non, mais c'est bien. Ça J'espère prouve, que vos élèves vous écoutent. Non, ils sont pas au courant. Je leur dis pas. ça prouve que l'éducation nationale est au niveau de la police. Je vous laisse gérer.
Moi, par contre, j'ai des doutes sur Michael. Non, il faut finir par cette phrase. On dit ça, on dit rien. C'est ça. Hakim a beaucoup de classe. Ah oui. Oui, on aime beaucoup Hakim. La victoire de Michael Sadou merci m'interroge quand même sur qu'est-ce que ça veut dire ? la régularité de ce jeu. C'est-à-dire j'ai des doutes parce que c'est pas normal qu'il réponde aussi rapidement. Mais dernièrement, j'ai été très fort au qui c'est qui l'a dit. Je suis comme un diesel, j'ai mis longtemps à me mettre en route, mais maintenant non, mais c'est un ancien enquêteur, donc il faut que tu fasses des enquêtes. Il va falloir mettre vos dîners de critères. Hein. Il n'y a pas de secret. Tu penses qu'il y a un secret, il n'y en a pas. Allez, ne parlez pas tous en même temps parce qu'on ne vous comprend pas. Et déjà, quand vous parlez tout seul, on ne vous comprend pas. Donc, ce qui n'est pas facile. Merci Hakim. En tout cas, on vous embrasse très fort. On vous souhaite un très beau week-end et on espère à très bientôt. Dans un instant, le journal et puis la météo avec Rémi André. Important, hein, puisque de fortes chaleurs, même de la canicule, c'est pas facile à dire. Oui, je sais. Oui, c'est comme ça. C'est mon cœur. J'ai honte. Mais je vous demande de vous arrêter comme ça l'autre. Et le coup de gueule de Philippe David. Patrick Sébastien chante « Ah, si tu pouvais fermer ta 1, ça nous ferait des vacances ». Là, il y en a deux à qui je pense plus particulièrement dans ce coup de gueule. Allez, on les embrasse, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue dans cette deuxième partie des vraies voix avec Philippe David. On est très bien entouré aujourd'hui, dissipé, mais c'est très drôle. Mais voilà. c'est très bien. Enfin, c'est surtout Philippe et moi qui sommes drôles. Hein, les autres. Nous, c'est la partie dissipée. Ouais, non, j'allais dire les autres sont bizarres, mais voilà. Et parmi les maîtres de cette bizarrerie, Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun et Bruno Pomar. Et vous nous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300 et on les écoute. Oui, bonjour, c'est Claire des Yvelines. Je me permets de laisser un message. Je pense que vous allez réagir parce qu'on n'en peut plus de ces martyrs. Vous avez dû entendre ce matin ces deux infirmières avec un accident de voiture par un récidiviste, alcool et drogue. Elles sont décédées, elles sont mères de famille. Jusqu'où l'ignominie va-t-elle aller ? Alors, vous qui aimez piquer votre coup de gueule, mais en ce moment, on en aurait des coups de gueule. Merci beaucoup, Claire. Terrifiant parce que alcool, drogue et il y avait même des bonbonnes de ou au moins une bonbonne de protoxyde d'azote retrouvée dans le véhicule. C'est terrifiant. Évidemment, et le conducteur... Il est mort il est mort. Ah bon. Ouais, mais je comprends notre auditrice Claire des Yvelines. C'est une... Alors, on abuse du terme ignominie, mais c'est une horreur. Mais vous qui êtes policier, est-ce que plutôt que de mettre des radars faits pour faire du fric, on ferait pas de faire souffler les gens, tester les gens, etc. Oui, mais mon cher Philippe, il faut du monde sur le terrain. Et Dieu sait si nos policiers s'époumonnent à faire ce travail-là. Et c'est de pire en pire. Moi, je discutais il y a peu de temps avec des copains de brigade autoroutière et qui me disaient que c'était catastrophique le nombre de gens qu'ils interpellaient comme ça, qui étaient sous tube, sous alcool, etc. Ouais, c'est un triste phénomène de société. Ouais. Et on voit le résultat avec de plus en plus de morts et de gens qui sont à côté de la plaque totalement et qui mériteraient d'être soignés aussi. Mais alors soignés, on n'a pas de psy, on n'a rien. Voilà, la société est en train de tout doucement décliner, je dis. Oui, mais avec des gens qui veulent dépénaliser. Et le voilà, cannabis, au moins, si on avait une trajectoire, une véritable trajectoire, ce serait bien. Bien, d'accord. Je crois qu'on est à la ramasse sur pas mal de domaines, malheureusement. C'est clair. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Comme dirait un certain François Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube. Et on va en parler dans un instant de ce tube. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est le moment où tout peut arriver, les amis. Autour de cette table, Philippe Bilger, Michael Sadoun et Bruno Pomar. On est ensemble jusqu'à 19h. Et tout peut arriver puisque c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement ? Parce que c'est là que se trouve l'Assemblée nationale et que ces 2 dernières semaines, le déconomètre y a fonctionné à plein tube, comme dirait François Bayrou, tant dans des salles de réunion que dans l'hémicycle. On commence avec des propos tenus lors d'un colloque sur la francophonie le mercredi 18 juin. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole.
Et comme ça ne suffisait pas, il fallait que l'inénarrable Sandrine Rousseau en remette une couchière dans l'hémicycle cette fois. France n'est pas une île et en fait les Français de souche, eh bien cela n'existe pas. Et en fait nous sommes Français parce que nous avons été traversés de 1001 flux migratoires. Et je dois avouer que je n'en peux plus de ce piétinement permanent de ce qui fait la France par des gens qui ne pensent qu'à provoquer et à faire, comme disait Michel Rocard, le pire du tapinage électoral. En effet, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, la langue de la France est le français, c'est d'ailleurs écrit dans l'article 2 de la Constitution, et les pays qui partagent cette langue avec nous parlent français, comme les Australiens parlent anglais, les Mexicains espagnols et les Brésiliens portugais. Le créole, c'est une langue parlée dans certains outre-mer avec des mots français et des mots d'autres origines. Fin de la blague. Pour les Français de souche qui étaient des fins de race pour Mathieu Kassovitz il y a quelques semaines et qui sont désormais rayés de l'espèce humaine par Sandrine Rousseau, permettez-moi de vous dire qu'ils existent et qu'ils n'ont aucune raison de s'excuser d'être ici depuis des siècles, voire des millénaires. Celui qui a écrit ces mots est à moitié bourbonnais, un quart breton et un quart bigourdan. Un Français de souche, donc même si j'aborde ce terme, un Français de souche dont les enfants, fortement d'origine italienne par leur mère, ne sont pas des Français de souche, mais qui sont français, qui travaillent, aiment leur pays et dont les ancêtres tant paternels que maternels ont porté les armes pour la France, des tranchées aux Aurès lors du XXe siècle. Même si on savait depuis longtemps ce que Mélenchon pensait des Français à la peau trop claire, notamment les Normands par ces mots. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Alors, quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert à un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, où les gens n'avaient jamais vu personne, où hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue. Imaginez, au Maroc, ça n'existe pas ça. Donc nous étions consternés. On en a franchement marre de se faire insulter. Et attention, la cocotte est en train de bouillir. Qu'avons-nous fait pour mériter ça ? Je suis frappé, Mélenchon a encore dit d'autres choses, mais en d'autres circonstances. Il indiquait qu'il est pour une France nouvelle et qu'il est heureux de voir les immigrés avoir des relations, des amours, et pourquoi pas, avec nos gars et nos filles. Et je me suis dit, au fond, si ces provocations sont tellement dangereuses, c'est que nous-mêmes, je trouve, on ne se bat pas assez pour défendre la France ancienne, et ses valeurs et ses vertus. Mickaël Sadoun. Je trouve que c'est absolument insupportable, évidemment, qu'il existe des Français de souche. D'ailleurs, Sandrine Rousseau elle-même, quelqu'un a sorti son arbre généalogique, est une Française de souche. Donc elle n'existe pas selon ses canons de pensée. Honte il y aurait à ça, au contraire. Les Français de souche, moi j'ai plutôt tendance à les aimer. Je pense qu'ils ont construit un grand pays, un beau pays, qui a fait de magnifiques choses. Et c'est un immigré de deuxième génération qui vous dit ça, puisque je vous rappelle que je suis marocain par ma mère à la base et algérien par mon père. Donc voilà. Bruno Pomar. Et tu es là. Eh ouais, tu vois. Bruno Pomar. Moi, je suis un Français de souche. Et je l'assume totalement. Non, écoutez, les propos de Mélenchon et de toute sa clique sont toujours les mêmes. Et puis, si vous faites un peu l'histoire de la politique française depuis la gauche et des grands moments de la gauche dans les quartiers, etc., avec le monde ouvrier, qu'ils ont perdu au profit du Rassemblement national, etc. Enfin bref, Mélenchon est un calculateur, un super calculateur. Il a peur de rien et il sait que le public et sa clientèle, elle est effectivement dans les quartiers. Et on voit que d'ailleurs la plupart des députés qui sont élus sur la couronne, etc., on voit bien les secteurs on ne stigmatise pas, mais moi je les connais, j'y suis sans arrêt dans tout un tas de secteurs comme ça. Il sait qu'il a sa clientèle là-bas pour l'électorat, donc il va jusqu'au bout de sa connerie, quoi. Merci beaucoup. Tout de suite l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est demain le grand jour en rugby. Nous sommes à la veille de cette finale du top 14 entre Toulouse et l'UBB. Sud Radio se mobilise pour vous faire vivre l'événement. L'équipe rugby s'échauffe pour vous retrouver dès 19h comme d'habitude après ses vraies voix. Puis bon anniversaire à François Trio d'ailleurs aujourd'hui. Bon anniversaire à François, oui. Puis demain soir dès 18h, bien avant le coup d'envoi à 21h05, on sera au Stade de France à Toulouse, à Bordeaux, même rue Princesse à Paris. On entendait ici même d'ailleurs hier dans les vraies voix le président d'un club de supporters bordelais qui voulait rester prudent, pas d'excès de confiance, nous disait-il, malgré le sacre européen d'il y a un mois. Ce soir, nous sommes avec la présidente de Tolosa 15, un club de supporters toulousain. Bonsoir Laurence Guilhem. Laurence Guilhem, merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous serez au Stade de France
demain soir, après avoir passé la nuit dans le bus, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Nous avons organisé le déplacement et nous démarrons à 2h de Toulouse. À 2h. Ah oui. Départ à 2h de Toulouse. Ah oui. Ça va être une petite nuit quand même. Oui, mais bon, on est un peu habitués, on va dire quand même. Sans être trop chauvine, on est quand même habitués. C'est un grand moment. Est-ce que vous avez regardé l'UBB il y a un mois en finale européenne ? Et malheureusement, j'y étais. Ouais. Et ça vous inspire quoi par rapport à la rencontre de demain soir ? Là, je crois que Laurence parlait de la demi-finale et pas de la finale où Toulouse a perdu contre l'UBB. Oui. Ah oui, de la demi, pardon. Oui, effectivement. Oui, la demi, ça s'est arrêté pour nous, pour la Champions Cup. Et c'est vrai que Bordeaux fait une belle saison. Bon, après, nous sommes pleins de ressources et nous restons confiants, comme en même temps, on ne fait pas de pronostic non plus, quoi. Ouais. Vous serez à faune le lendemain matin, j'ai l'impression. Allez-y, Félix Mathieu. Cette nuit en bus, ça va être du repos. Vous allez dormir ou ça va être... Cette nuit en bus, ça va être du repos quand même. Vous allez réussir à dormir. On continue dans le bus. Oui. Alors ce soir non, parce que voilà, de peur déjà de rater le bus et puis en même temps, on ne dormira pas cette nuit et la nuit suivante, ça risque d'être compliqué. Bon, en tout cas, on vous souhaite. Il y a de fortes chances que je sois en dimanche. Voilà. On vous souhaite en tout cas une victoire, hein, comme on l'a dit hier, à ceux plutôt de l'UBB. Donc chacun son camp. En tout cas, on fait attention sur la route. Et puis merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était Laurence Guilhem, présidente de Tolosa 15, un club de supporters toulousain. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Le tour de table de l'actu des vraies voix dans un instant. Philippe Bilger, on parle de quoi ? On va parler d'un très très grand livre sur le cinéma. Ah oui. Avec vous, Michael Sadoun. On va parler des derniers chiffres de l'immigration qui sont sortis et spoiler, ils sont catastrophiques. Et avec vous, Bruno Pomar. De rien. On en parle de rien. Et ben de rien, ok, très bien. Félix en a parlé déjà tout à l'heure. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, vous aimez les palmitos ? Ils sont très bons. C'est très bon. Est-ce qu'il y a des gâteaux, appelez-nous 0826 300 300, des gâteaux que vous aimez, et je trouve que le palmito, on est vraiment... C'est un classique. Il est grand classique. C'était les gâteaux comme le granola. C'est Si on avait des chouquettes également. Et les chocs, c'est bon les chocs. Comment on appelle moi j'aimais bien les petits écoliers. Les palmiers. Je fais du régime, je fais du sport moi. Ouais. Oh, mais non, toi, non, mais. Là, pour une ambiance, ça y est. Je vous vexe un petit peu peut-être, mais voilà. Dites-moi. Mais vous avez fait du sport il y a longtemps, visiblement, parce que ça se voit pas du tout. Madame Ménibus, je vous permets pas de. Je viendrai un short et un t-shirt la prochaine fois. On ne sait pas de quel sport il part. Il faudrait qu'on fasse un petit concours de pompe ici. Ouais. Je parie que je gagne. Alors, je vous le dis, le moi j'en fais 100 par jour. Donc on peut faire un concours pendant la pub si vous voulez. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Bam ! Mais on est chez les fous là. Vous avez deux méthodes de pompage. Ah d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. J'ai chaud, je ne me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. De l'actualité. Heureusement, les sujets du tour de table sont bien plus sérieux. Philippe Bilger. Ah là, je vais être très sérieux, ma chère Cécile, parce que j'ai beaucoup aimé un grand livre sur le cinéma qui s'appelle L'aventure des films, écrit par un monsieur Rashman. D'abord, il faut avoir la passion immodérée du cinéma, ce qui est mon cas. Cet auteur identifie 20 films emblématiques dans lesquels il y a par exemple À bout de souffle, Autant n'emporte le vent, Chinatown, et vraiment 20 films qui ont révolutionné le cinéma. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'il décrit en détail la manière dont ces films ont été réalisés, de la conception à la diffusion, et avec tout ce qui se passe durant le tournage. Et on se rend compte d'une chose, c'est le boulot colossal qu'impliquent vraiment ces grands films.
C'est hallucinant. Et la manière dont, par exemple, le producteur discute avec le réalisateur et les acteurs, parce que c'est extraordinaire de voir à quel point ont été réalisés les grands films mythiques qu'on a adorés. Alors, vraiment, je vous le recommande. J'essaye d'être bref, mais je suis enthousiaste sur ce livre. Dommage que notre ami René Chiche ne soit pas là. Ah oui, c'est un spécialiste. Ou Françoise qui aime le cinéma, mais je sais que vous adorez le cinéma aussi. Ça aurait fait 1 heure de vrai bois. Voilà. Michael Sadoun, fan de toile. Ben, écoutez, pas tellement. Je vais vous dire, je suis symbolique d'une génération qui a déserté les salles de cinéma et qui met les films. Maintenant, j'ai entendu dire ça. Il y a une nouvelle tendance, ils mettent les films sur Netflix en x2, en accéléré, parce qu'ils n'ont pas envie de se poser devant un film. Je pense que c'est dû à une certaine dégradation de la qualité des films, parce que moi, j'aime les vieux films. J'adore, par exemple, Belmondo. Voilà. Je trouve qu'il y a dans ces films-là une intelligence et une légèreté que je ne trouve plus dans le cinéma d'aujourd'hui, que je trouve lourd, que je trouve négatif, que je trouve gnangnan. Donc, je m'intéresse vraiment à ce que dit Philippe, parce que ces grands films-là sont ceux qui éventuellement pourraient me faire aller au cinéma. Bruno Pomar. Moi je suis d'accord, c'est vrai que les anciens films ont quelque chose de fort. Le dernier en date, je dirais, de meilleur réalisateur ou producteur, comme vous voulez, c'est Besson, qui a fait quand même des films d'action super. Moi je suis très film d'action, de toute manière, hein, c'est clair. Ah oui, je suis pas autant n'importe le vent, excusez-moi, mon cher Billy. J'ai regardé Bastion 36 hier. Oui, mais voilà, non, mais on a des films de qualité quand même en français, attention. Hein, Et moi je pense toujours à Besson, effectivement, parce qu'il a fait quand même de très 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 beaux films, et voilà. Mais bon, encore une fois, c'est vrai qu'au niveau cinématographie en France, on est bon, quoi. On n'est pas des mauvais, on est loin d'être très mauvais. On parle toujours du cinéma américain, etc., des grandes productions américaines. Bon, ils sont forts aussi, attention. Ah, mais c'est clair. Michael, si vous aimez ces films-là, il faut aller absolument sur Gaumont. Il y a 330 films uniquement en noir et blanc. Tous les grands films français et même étrangers, c'est fabuleux. Ok, fabuleux. Mais j'irai voir avec plaisir. Merci pour l'info, Philippe Bilger. Michael Sadoun, le bilan catastrophique de la Macronie sur l'immigration. Oui, alors comme l'élection présidentielle va arriver et que on sent quand même qu'il y a une atmosphère vaguement à droite dans le pays, on sent certaines personnalités du bloc central se détacher, pour ne pas dire se désolidariser du bilan de la Macronie. Je pense à Gérald Darmanin, je pense à Charles Rodwell qui était ce matin et qui fait parfois un peu le tour des plateaux pour dire à quel point il monte les muscles et il est vraiment contre l'immigration. Et la prochaine fois, si vous revotez pour nous, alors vraiment ça va pas être comme par le passé, mais je suis obligé de rappeler quand même un bilan qui a été rappelé par les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont sortis hier pour 2024. Donc 337 000 entrées légales en 2024, auxquelles il faut ajouter 130 000 demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile acceptés s'ajoutant aux 337 000, il y a quelques doublons. Donc en gros, il faut retenir qu'il y a 400 000 étrangers extra-européens en plus en 2024 en France. C'est évidemment un record historique. Le bilan de la Macronie est catastrophique sur ce sujet-là. Et je pense que pour ces raisons, Gérald Darmanin ou autres personnalités que d'ailleurs je ne déteste pas, hein, je suis loin de les détester personnellement, etc. Mais je pense qu'ils ont peu de crédibilité sur ce genre de sujet. Mais Michael, sérieusement... les chiffres de 2024 par rapport à 2023, ils sont pires ? Oui, ils sont pires. Oui. Ils sont légèrement pires. Le seul volet sur lequel c'est un petit peu mieux, c'est sur le droit d'asile, parce que le droit d'asile est très dépendant de la conjoncture géopolitique, etc. Mais les chiffres du droit d'asile restent très élevés. Ils sont à 130 000 aujourd'hui. Au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2007, ils étaient à 36 000, 4 fois moins. Et pourtant, depuis quelques mois, Retailleau avait donné des consignes au préfet d'être très dur sur ce sujet-là. Mais oui, mais c'est des sujets tellement globaux. Il faut revenir sur l'Union européenne, sur machin. C'est trop large. Plus qu'à 5 000, bravo l'humanisme à la française. Après, on va les retrouver sur le canal de l'Ours, des tentes Quechua à galérer et à voler pour certains. Bon, je suis bien d'accord. Non, mais outre le fait, et surtout pour qu'ils soient mal accueillis, en fait, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Si on était capable de leur donner à boire, à manger. Moi, j'avais eu ce cas dans mon village, le préfet qui donnait des consignes un peu à tous les maires de village d'accueillir des familles. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je foute dans mon village ? Vous me donnez un tuteur, une voiture, ce qu'il faut pour que ces gens puissent s'intégrer, aller trouver du boulot, etc. Bien sûr. Alors, vous parlez de trouver du boulot, c'est très intéressant, parce que beaucoup de personnes nous disent, c'est parfait, ils participent au dynamisme économique du pays. Vous savez combien il y en a, combien de pourcents de ces 400 000 qui arrivent viennent pour un motif de travail ? Dites-moi. 17%.
17%, c'est-à-dire, voilà, vous en mettez 100, il y en a 17 qui viennent pour travailler, les autres c'est pour d'autres motifs. 26% pour motif familial, 24% pour d'autres raisons, des réfugiés, des apatrides, etc. Et beaucoup aussi d'étudiants qui parfois apportent quelque chose au pays. Bien sûr. Parfois ont vocation à rentrer dans leur pays et c'est pas toujours le cas. Donc c'est un sujet tellement global en fait que ça demande de changer d'idéologie. L'Union européenne évidemment nous bloque sur ces sujets-là. Donc toute personnalité qui se proclame très pro-européiste, etc. ne pourra pas agir sur ces sujets-là. Édouard Philippe va essayer de venir avec cette carte en disant comme d'habitude, non mais vous comprenez, il faut résoudre ça au niveau de l'Europe. Ça ne marchera pas. Non. Soit on reprend les manettes, soit c'est cuit. Et en même temps, on a besoin d'immigration aussi. C'est ça le problème. Oui, Et dans les restos et partout, on voit ou même. On a 6 millions de personnes au chômage et au RSA pour travailler dans les restos, pour faire la plonge. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5. Philippe, il faut être. Donc, faut peut-être dans ces cas-là dire aux gens, vous n'avez plus d'aide sociale si vous allez faire la plonge. Je suis d'accord. Philippe David, devenez directeur général de France Emploi voilà, et puis vous obligez les gens à travailler. Non, mais ça c'est pas au patron de France Travail de le faire, c'est à la politique sociale. Ouais, mais c'est pas si simple, hein, les amis. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, vous n'avez rien dans ces cas-là. Mais il y a des choses qu'on devrait déjà faire sur le plan national. Vous avez raison. L'Europe, on n'a pas la possibilité de le faire. Mais chez nous, on peut faire des choses. On peut édicter des textes. Occupons-nous des seniors qui, eux, veulent travailler et ne trouvent pas de travail. Oui. Déjà, ce serait déjà pas mal. Voilà, parce que j'en connais beaucoup autour de moi qui cherchent et qui ne trouvent pas. Bien sûr. Parce que personne n'en veut. Voilà. Y compris dans la restauration, etc. Absolument. Bien sûr. Merci beaucoup, Michael Sadoun, Bruno Pomar, les déserts médicaux et les mesures prises pour y remédier. On en parle souvent à Sud Radio, évidemment, de ce sujet-là. C'est toujours une catastrophe. Alors c'est bien qu'il y ait cette initiative qui soit prise par le ministre de la Santé, de demander, par rapport aux 150 déserts médicaux qui ont été scannés, de demander aux médecins de passer 2 jours par mois et faire des tournées comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Mais est-ce qu'il va falloir aller bien plus loin que ce que nous propose là, le ministre, parce que encore une fois c'est une véritable galère. Alors, je vous parle même pas des spécialistes, des médecins, je vous parle juste des généralistes. C'est une catastrophe. Moi encore une fois dans mon village, et le maire du village à côté de Salles-sur-l'Her a essayé de faire des choses et il a galéré pour le faire. On l'a soutenu nous les autres élus pour faire une maison de santé, etc. En mettant à disposition plein de choses. C'est comme des stars du football certains, médecins maintenant c'est comme ça. Faut leur donner un boulot pour la femme, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, pourquoi pas en soi. Mais on voit bien que ça n'attire pas pour autant. Donc à un moment donné, il va falloir obliger. Je vous rappelle juste que les études de médecins, c'est un peu notre pognon. Oui. Il faut juste rappeler. Il faut arrêter un peu de voilà. Donc de dire à un moment donné, les jeunes médecins, venez dans les campagnes pendant 1, 2 ou 3 ans. Vous entraînez, je dirais entre guillemets, mais au moins faire quelque chose avant de prétendre partir dans les grandes villes. Parce que moi, j'habite Vincennes. Parce que je dis à chaque fois, les médecins, on a tout à Vincennes. C'est riche, il y a du pognon, tout le monde y vient. Dans mon village, personne n'y vient, évidemment, il n'y a pas de pognon. Voilà. Et moi, le rapport, je le fais très rapidement. C'est une question de pognon, parce que les mecs sont là, on leur a dit qu'ils ont fait 10 ans d'études, et il faut qu'ils gagnent 200 ou 250 000 euros par an de chiffre d'affaires. Bon, et pour le faire, peut-être dans le rural, c'est moins évident. Donc on n'a qu'à trouver des solutions, mais je trouve ça scandaleux. Et c'est bien d'avoir fait un inventaire, vous l'avez dit, de tous les lieux où il en faut. Et il y a une formule qui est amusante, qui montre à quel point on est lorsqu'on parle de solidarité obligatoire. Oui. Le serment d'Hippocrate ou l'Hypocrite, je ne sais plus. Ouais. Je trouve ça dur quand même de faire peser une telle contrainte sur des gens qui ont fait 10 ans d'études. Et désolé, bien sûr que le niveau... Excusez-moi, mais... Parce que c'est un métier difficile, c'est un métier avec des longues études, et en plus de ça, on va leur dire... C'est difficile aussi, Michael. Non, ce qui est génial, ce qui est génial et ce qu'il faut soulever, c'est que les infirmières ont la possibilité de faire des choses que les médecins font. Et là, du coup, d'abord c'est de la valorisation pour elles, et puis en plus ça désencombre un petit peu les médecins. Les maisons médicales dans les trucs, ça évite d'aller aux urgences. Mais Michael, c'est ça. Être maçon, c'est dur aussi, excusez-moi. Non, mais je suis d'accord, mais ça fait pas 10 ans d'études. Et il faut pas décourager les gens non plus à le faire, tu vois. Je trouve que les territoires peuvent se rendre plus attractifs. Et puis, il y a même une question derrière ça, c'est est-ce que c'est vraiment la mission de l'État de faire en sorte que toutes les régions, même les moins habitées, soient le plus vivables possible, en assurant à chaque fois un pôle de santé, des centres administratives, une poste, un café, un machin.
Je ne sais pas si c'est la mission de l'État. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose. On peut dire le contraire, mais ça mériterait un très long débat. Et là, on n'a pas le temps du tout d'ailleurs, on était très en retard. Merci en tout cas pour ces sujets. On va revenir sur Jeff Bezos. Vous savez qui s'est marié à Venise sous les yeux des manifestants écologistes et qui leur, en tout cas, a dit si vous pouvez louer Venise, vous pouvez payer des impôts ici. Alors parlons vrai, est-ce que la chasse aux riches, typiquement française, a traversé les frontières? Et à cette question, le mariage de Jeff Bezos est-il devenu un sujet politique? Vous dites non à 65%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. On revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour cette dernière ligne droite, elles vont nous manquer nos vraies voix ce week-end. Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar. Elles vont nous manquer. Hein. Oh oui, bien sûr. On va penser à eux. Moi, je vais pleurer tout le week-end. Enfin, moi, je ne vais pas non plus penser à eux. Vous allez nous manquer. Bien sûr. Je suis obligé de vous le dire pour que vous dites nous aussi. Non, pas du tout. Vous le savez. C'est même le Dodu. J'y pense souvent. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno Pomar? Mais c'est un peu faucheton en fait. Mais vous en foutez complètement de ce qu'on va faire ce week-end. Mais il est râleur aujourd'hui. Il y a Philippe Bilger que je veux bien y croire à lui, mais pas vous. Ah bon, à quoi? Parce que vous en foutez en fait. Je suis désolée de vous annoncer que le planning a changé pour vous. Mais il faudrait faire une petite distribution de prix pour les vraies voix à la fin de l'année pour dire le plus drôle, le meilleur au qui c'est qui l'a dit, on sait déjà qui gagnera. Voilà, moi je pense qu'il devrait y avoir une petite distribution. Il y a des classements évidents. Oui. La moins longue, c'est Françoise de Gois. Et le plus moqué, c'est moi. Oui, probablement. Surtout avec une pauvreté dans la description. Vous avez raison, on va remettre des prix. Voilà, des prix et qu'on va garder pour nous, Philippe David. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai déjà gagné celui du plus mince. Le plus chevelu. Et là, il y a un ange qui passe. Silence. On peut y aller parce qu'on a quand même un petit débat. C'est pas non plus le débat de ouf. Voilà. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un mariage inhabituel qui se déroule place Saint-Marc. Les mariés sont masqués et enchaînés par des personnes qui représentent les gouvernements et les milieux d'affaires. Le mariage auquel il faisait référence, c'est évidemment celui de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Un mariage dont les chiffres donnent le tournis. 3 jours de fête pour un coût astronomique de $10 millions. La chose est importante parce que de toute façon, il y a toujours du mouvement. Cela amène des gens, cela amène de l'argent. L'économie bouge avec ce mariage. Jamais, comme Jeff Bezos, personne n'a eu cet orgueil, cette arrogance de considérer toute la ville de Venise comme sa propriété personnelle. Autour d'eux, une multitude de pancartes où l'on peut lire « Avec l'argent de ce mariage, on pourrait reconstruire Gaza ». Du beau monde, mais aussi des manifestants à Venise pour le mariage du milliardaire Jeff Bezos. Et si vous pouvez louer Venise pour votre mariage, vous pouvez payer plus d'impôts, ont écrit les militants écologistes sur d'immenses banderoles. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez cette haine de l'argent des patrons et pas des sportifs ou des acteurs ou des chanteurs? Et à cette question, le mariage de Jeff Bezos est-il devenu un sujet politique? Vous dites non à 65%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Vous dites non et pourtant, Philippe Bilger, il y a bien une revendication sur les milliardaires, c'est très politique quand même. Je ne suis pas persuadé que ce soit un sujet politique au sens où on l'entend simplement parce qu'il y a des manifestations à Venise. Mais Jeff Bezos est et a une personnalité extraordinaire, qu'on apprécie ou pas le personnage, il a une réussite exceptionnelle. Moi, je vois que Venise est très sensible déjà aux arguments écologiques. Compte tenu de la dégradation de Venise, il a fallu prendre des mesures drastiques. Ensuite, il y a une manière de présenter les privilèges dont on dispose d'une manière un peu ostentatoire. Jeff Bezos n'a pas fait dans la demi-mesure. Et donc, vous avez raison, il y a cette réaction écologique qui fait que à la fois politiquement et pour la planète, on considère que c'est une provocation. Et on pointe pas, Mickaël Sadoun, aussi Trump, puisque c'est quand même un proche de Trump. Ouais, bien sûr. Moi, je vais vous dire, je crois à la décence.
et à l'indécence. Après, il y a toujours une question de curseur. Bon, bah écoutez, celui qui voyage en avion une fois par an est peut-être indécent vis-à-vis de celui qui ne va jamais voyager en avion de sa vie. Donc c'est quand même des questions assez subjectives. Ça rapporte de l'argent à la ville de Venise, et d'ailleurs quand il y a des micro-trottoirs, les Vénitiens sont visiblement assez contents. Et il a fait un don de 3 millions d'euros pour une association pour l'entretien de la lagune quand même. 3 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Voilà, après je comprends, évidemment, il y a une question d'image, et puis nécessairement les gens associés à l'image de Jeff Bezos, bodybuildé, avec sa femme qui est botoxée de partout, etc. Donc ça donne un certain style, quoi. Mais je vois pas ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. Franchement. Bruno Pomar. Écoute, et on est toujours sur le même débat. Des Bezos, il y en a pas beaucoup. Nous, on l'est pas déjà. Donc, il crée des emplois, il crée des entreprises à travers le monde, le gars. Il va balancer 10 millions de dollars là-bas à Venise parce qu'on a bloqué de Venise pendant 2 jours. Et il y a les aboyeurs éternels qui ont rien gagné de leur vie et qui sont des pauvres misérables et qui viennent gueuler, comme fait la LFI ici en France et compagnie, et qui ont rien produit pour le pays. Voilà, on crache sur les riches, sur Pinault, Arnaud, Dassault, etc. Ils font plein de choses. Moi, j'ai la chance de côtoyer la famille Dassault de près. Je peux vous assurer qu'ils font plein de choses au niveau mécénat, etc. Et quand j'entends tous ces aboyeurs qui sont bons qu'à être députés, à prendre 6 000 euros par mois et à rien redistribuer, stop. Monsieur Bezos, en venant à Venise, fait une action. Il s'amuse. Il a 10 millions de dollars à dépenser. Moi, j'ai dépensé, le jour où je me suis marié, j'ai dépensé 5 000 euros. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas non plus de l'indécence de dépenser 5 000 euros pour son mariage? Stop. Il y en a marre de ces aboyeurs. C'est la moyenne du budget des mariages en France, je crois, 5 000 euros. J'avais vu ça. Voilà. Ah bon. Voilà. Vous avez dit que vous étiez le fils de Dassault tout à l'heure. non. Vous avez ajouté spirituel, ce qui est parce que je l'aimais beaucoup, Serge Dassault. Je l'aimais beaucoup. Mais plus sérieusement, il y a quelque chose. Je me demande tout de même. Pardon. C'est de voir la bouille de Pomar. Qui cherche à réfléchir. Hallucinant. Mais je me demande, je suis frappé de voir à quel point parfois je me dis que les gens, on n'est pas dans un régime communiste, mais comment peuvent-ils résister parfois à la vision ostentatoire d'une fortune qui leur montre leur propre misère? Bien sûr. Je ne sais pas comment vous voyez le ça. problème n'est pas tellement la richesse ou l'utilisation de la richesse, c'est l'affichage de la richesse, et c'est la société de transparence qui fait que les gens sont beaucoup plus frustrés. Moi, je pense que l'émergence des réseaux sociaux, les influenceurs, l'étalage de la richesse sur les réseaux sociaux a vraiment transformé la société de ce point de vue-là. C'est très dommage. Mais est-ce que vous ne croyez pas, moi, c'était très franco-français, je trouvais, la haine de l'argent. Je me rappellerai... Attendez, je vous prends un exemple. J'étais en Espagne en déplacement professionnel le jour où Zidane a signé au Real, d'accord, pour un salaire mirobolant pour l'époque. En Espagne, tout le monde, alors, sauf les supporters du Barça, évidemment, disaient génial, on a un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Ils étaient hyper contents qu'ils gagnent autant d'argent. Je rentre en France le lendemain et ça râlait. Oh putain, le salaire, c'est indécent, etc. Donc, moi, je pensais que c'était un microcosme franco-français. Et ben, la preuve que non, la preuve par l'Italie maintenant, hein, non? Mais encore une fois, je comprends pas, moi, cette espèce de jalousie permanente de tout. Et ces mêmes personnes profitent, ceux qui critiquent profitent de tous ces riches parce qu'ils sont invités dans tous les pince-fesses de Paris. Alors, moi, je trouve, je vais vous donner mon avis, moi, je trouve qu'avec l'argent qu'il a, il pourrait acheter une chaise à sa femme qui s'appelle Sanchez. Voilà. Oh, elle est bonne, celle-là. Sanchez. Elle est très bonne. On peut avoir un jingle. Bravo. Non, mais c'était juste pour vous faire arrêter de parler, puisque Alex, on pourrait pas faire une émission. Ce qu'elle a dit d'un air très sérieux, et au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se va passer? Sinon, vous ne seriez pas tué. C'est impressionnant. Voilà, merci beaucoup, Mickaël Sadoun, merci beaucoup, Bruno Pomar. Merci Philippe Valise, n'importe quoi. Merci Philippe Valise. On voit que c'est le week-end. On est sans chef. Là, on était sans sujet. Mais là, moi, je suis sans voix. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On se retrouve demain lundi à partir de 17h. Décidément, je vais y arriver. Alex Priam est avec nous. Salut, Alex. Il y a du lourd ce soir, Alex. Effectivement, on avait Guy Novès dans un instant sur Sud Radio pour faire l'avant-match de cette finale 2024-2025, le Stade Toulousain face à l'Union Bordeaux-Bègles. On sera aussi avec Blair Connor dans quelques instants sur Sud Radio et avec évidemment Philippe Spanghero et vous au 0826 300 300 de 19h à 20h pour parler rugby. Et demain sur Sud Radio, une antenne exceptionnelle autour de la finale de 18h à minuit dans toute la France pour vous faire vivre
vivre cette finale qui est peut-être la plus indécise de ces 10 dernières années. Merci à vous Alex Priam, on vous retrouve tout de suite avec l'équipe du rugby, mais en attendant les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet.